Bien. Alors peut-être qu'une partie d'entre vous était déjà là l'année dernière. Est-ce que vous entendez bien partout, s'il vous plaît? Oui, ça marche? Là-bas aussi, c'est parfait. Bon, donc moi j'ai un souvenir de l'année dernière où on avait dû exfiltrer, je dis bien exfiltrer, notre ami Cédric Villani, parce qu'il avait un train à prendre, et il y avait une promesse qui avait été faite pour lui permettre de s'échapper. On vous promet, il reviendra l'année prochaine. Eh bien, finalement, et le Parti communiste et Cédric Villani ont tenu leurs promesses. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, merci à toi d'être venu. Voilà. Bon. Alors, le débat sera piloté par Anna Musso, hein, et non pas moi, hein, moi je fais juste l'introduction. Je souhaite que vraiment vous connaissiez l'humanité du mardi. Attention, il y a des choses très intéressantes dans l'humanité, même quand ce n'est pas le mardi. Mais quand c'est le mardi, il y a une double page science. Il y a une double page science avec systématiquement la chronique de Cédric et le reste de la double page sur des sujets qui n'ont pas de rapport avec les mathématiques, mais toujours avec sciences et société, rédigés par notre camarade Anna Musso, journaliste. Réellement, achetez au moins une fois l'humanité le mardi, et après, tous les mardis, vous aurez envie de l'acheter. Sérieux. Parce qu'ils ont la capacité à se renouveler d'une semaine sur l'autre. Je dirais à la limite, le travail de renouvellement est presque plus facile pour Anna, excuse-moi, mais pour Cédric, le travail est plus difficile, mais le résultat est toujours là, et il raconte jamais la même chose dans sa chronique, tout en couvrant toujours ce sujet science et même si la rubrique s'appelle mathématiques, plutôt le point de vue d'un mathématicien, mais il sait élargir le point de vue du mathématicien. Donc vraiment, humanité le mardi. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que ce débat est un des trois débats, donc le troisième, piloté par la section du Parti communiste de l'Université Paris-Saclay. Alors le rôle d'une section d'un parti politique comme le nôtre, c'est certes sur place, d'aider les collègues à se mobiliser pour une autre conception de l'université que celle qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire une université qui aurait et qui devrait avoir du moins pour rôle de produire des savoirs extrêmement larges, bien au-delà de la recherche du résultat scientifique immédiat, hein, et également une université qui n'est pas uniquement production de savoir, mais qui est partage de savoir. C'est ça la conception communiste d'une université à la hauteur des besoins de la société. Donc ça, c'est notre première mission. Et je peux vous assurer que dans un climat politique où on cherche à mettre en concurrence les laboratoires entre eux, les universités entre elles, et je dirais même au sein d'un laboratoire, les différentes équipes entre elles, on est complètement à l'opposé du fonctionnement d'une université démocratique et émancipatrice. Donc ça, c'est notre combat de communistes à l'intérieur de l'université Paris-Saclay. Mais on considère aussi que le rôle des scientifiques communistes... Alors je ne suis pas en train d'accaparer Cédric, qui n'est pas encore au Parti communiste. Mais bon, bon. Mais on considère que le rôle des scientifiques communistes, et au-delà, je dirais, de tous les scientifiques progressistes automatiquement dedans, eh bien, c'est de partager les avancées de la science, et les avancées, mais aussi des fois les échecs et les difficultés. Donc faire en sorte que la science devienne quelque chose de populaire. Je dis souvent, Diderot disait, je ne sais plus combien, en 1750 ou quelque chose comme ça, il faut rendre la philosophie populaire. Il avait comme idée que si les citoyens ne sont pas éclairés, eh bien du même coup, ils ne peuvent pas peser sur les grands choix de la société.
Ça, c'était là en 1750, pour développer justement une autre société, celle qui a été portée par la Révolution française. Mais aujourd'hui, les sciences et les techniques ont pris une place bien plus importante dans la vie de la société que, en tout cas nous on le pense en tant que communistes, qu'il y a nécessité d'une culture scientifique élargie. Et donc que notre rôle de communiste scientifique, c'est d'essayer d'élargir les connaissances. Alors aucun d'entre nous ne deviendra prix Nobel, c'est pas ça l'objectif. Mais si vous voulez peser sur les grands choix politiques liés aux sciences et aux techniques, il faut que vous en connaissiez un minimum pour qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi. Hein. Donc c'est aussi pour ça que nous, on cherche à ce que ce type de débat soit généralisé. On cherche... Voilà. Donc, les préliminaires, c'est bien, mais il faut savoir les dépasser. Bon. Et donc, je vais donner la parole à Cédric et Anna. Et voilà. Des scientifiques qui souhaitent ne pas être dans une tour d'ivoire, vous en avez un là, et je lui donne la parole. Et Anna, ensuite, c'est toi qui prends le relais de ma pomme. D'accord ? Merci François. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux. Il n'y a pas assez de chaises. On a l'honneur et le plaisir de recevoir Cédric Villani. Bonjour Cédric. Bonjour Anna. Merci d'être ici à l'espace sciences et numérique de la Fête de l'Humanité. Alors Cédric, bon, on le présente, hein, même si on ne devrait plus le présenter, mais on va le présenter quand même. C'est un éminent mathématicien, titulaire de la prestigieuse médaille Fields 2010, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques, membre de l'Académie des sciences, professeur à l'université Lyon 1 et Rennes depuis cette année. À Lyon 1, parce que Lyon est mon université de rattachement depuis toujours et presque. À Rennes, je reviendrai dessus, je ferai une petite remarque sur Lyon-Rennes. D'accord. Tu es aussi président de la Fondation pour l'écologie politique et président de l'association Josette et Maurice Audin, ce mathématicien français assassiné, communiste et militant de l'indépendance algérienne. Alors tu es bien connu du grand public, on le voit, et notamment des lecteurs de notre journal, puisque comme l'a rappelé gentiment et brillamment François, tu tiens une chronique tous les mardis dans la double science de l'UMA. Et c'est un projet qui a été conçu en conséquence directe de l'événement ici il y a 1 an. Comme le public avait bien accroché, c'est revenu aux oreilles de Maude Vergnol, la rédactrice en chef de l'UMA, qui m'a proposé de prendre la suite de Sylvestre Huet en tant que journaliste scientifique. Chronique hebdomadaire, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Le fait que ce soit l'UMA qui me le propose, le premier, est un signe de la grande affection, je crois, de l'humanité pour les sciences. Et c'était un peu un pari, et c'est quelque chose qui joue un rôle important dans ma vie maintenant. Je sais que quand arrive le jeudi, chaque semaine, c'est le moment que je songe à ma chronique, que je l'envoie, que je trouve le bon sujet, le bon ton. Je remercie les retours, lecteurs et lectrices ont été nombreux, m'ont aidé à trouver les bons tons, a eu quelques petits tâtonnements au début. Et effectivement, à travers les sujets mathématiques, on arrive à parler de tout. Parce que mathématiques, c'est connecté à tout. Et on fait, c'est pas juste moi, c'est, comme tu le disais bien, le tandem qui fonctionne bien entre Anna et moi. Non, enfin oui, ça marche très bien, mais c'est toi brillamment qui les écris toutes les semaines et que je relis avec plaisir. Oui, pardon. Alors, tu vas publier justement, en parlant de chronique, là c'est plus long, tu vas publier bientôt en novembre au Cherche Midi un livre intitulé Leçons de mathématiques joyeuses. D'où ma première question, un peu hors sujet du thème de la conférence qu'on va aborder. C'est quoi les mathématiques joyeuses ? Parce que ça fait un peu peur, les maths. Non ? Mathématiques, ça fait souvent peur. Et les statistiques et les sondages montrent que la France est un des pays où ça fait le plus peur. Et les statistiques et les sondages montrent aussi que la France est l'un des pays où le différentiel de peur entre les garçons et les filles est le plus élevé. Ce sont des raisons uniquement culturelles et sociologiques qui expliquent cette peur et ce différentiel de peur entre les garçons et les filles.
Et la peur, elle est liée au fait aussi que la mathématique est un sujet qui a joué un rôle important et majeur dans la construction de l'État français depuis bien avant la Révolution. Un sujet qui a toujours été placé au pinacle pour le pire et pour le meilleur. Un sujet qu'on a senti où les familles sentent, mais toutes les institutions sentent de la pression. Et la conversion de cette pression en peur est une réaction de défense néfaste. Il y a une certaine dose de peur qui peut vous motiver. Mais le plus souvent, la peur, ça vous inhibe, ça vous réfrène, ça vous empêche de vous réaliser. Et derrière cette peur mathématique, il y a un gâchis phénoménal. Ce sont des étudiants, des jeunes scolaires qui s'ennuient à longueur de journée, des enseignants qui ont l'impression de gâcher leur vie dans un dialogue de sourds, des gens qui se retrouvent en situation de stress. Et donc Joyeuse était important pour ça, pour insister sur le fait que l'acte même de comprendre et de s'informer à travers une discipline aussi exigeante que la mathématique, en soi, est source de joie. La joie de comprendre. Et joyeux aussi parce que ce n'est pas une mathématique qui est bien ordonnée, bien rangée, mais quelque chose qui suit les méandres de la construction historique des sciences, de son imbrication dans la société. On y trouve des histoires de personnes, des histoires de sujets, des problèmes. Dans ces leçons de mathématiques joyeuses, il y a une leçon qui est consacrée à la chauve-souris. Il y en a une qui est consacrée à l'âge de la Terre. Il y en a une qui vous parle des aventures du merveilleux Monsieur Nash. Il y en a une qui vous parle de l'art vivant de la mathématique. C'est un petit peu le fouillis, mais c'est comme ça, en vrai, les sciences en coulisses. Même si le produit à la fin, le plat qu'on vous sert, est aux petits oignons et tout bien ordonné, en vrai, derrière, c'est un grand bazar joyeux. Et ça, c'était important pour moi. Ça donne envie. Et c'est pour toutes les sciences, bien sûr, mais évidemment, il y en a une qui nous tient encore plus à cœur que les autres. Alors, on en vient au thème de notre conférence. Un petit mot deux petits commentaires sur ce qu'on a dit. D'abord, parler de l'encyclopédie de Diderot. Un magnifique ouvrage, une magnifique organisation dans laquelle il s'occupe effectivement de rendre populaires les sciences et le savoir, c'est leur objectif. Je crois que c'est Diderot lui-même qui s'est chargé de l'article sur la machine à calculer de Blaise Pascal. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Et il y a un article très développé, en tout cas, sur cette machine à calculer de Blaise Pascal et toutes les implications qu'elle peut avoir. Il y a des schémas très précis sur la façon dont il y a le petit mécanisme pour faire les retenues automatiquement dans ce qui était le premier ordinateur de tous les temps. En tout cas, le premier ordinateur de type commercial. Passionnant quand on lit Blaise Pascal dans le détail d'ailleurs, parce qu'on y retrouve dans les textes de Blaise Pascal sur la pascaline tous les thèmes et toutes les obsessions qui seront développées au XXe siècle par les gourous de la tech, les Jobs, Gates et autres, ce qui fait de Pascal à coup sûr le premier entrepreneur de la tech. Et voir la façon dont l'encyclopédie d'Alembert et Diderot se lance dans cette description technique et explique tout ce que ça peut avoir en pressentant bien que c'était le premier maillon de quelque chose qui allait changer l'histoire, le rapport des humains avec les sciences. Rétrospectivement, c'est remarquable. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert aussi, c'est pas seulement un grand projet plein de savoir, c'est aussi une œuvre d'art. Quand vous voyez la beauté et la finesse des illustrations, le style avec lequel les phrases sont ciselées, la façon on sent que c'est dit, on va parler pour démocratiser, mais ça ne nous empêchera pas de faire quelque chose de grande qualité, comme l'UMA aujourd'hui. Et puis un petit commentaire aussi avant qu'on y aille sur Rennes et Lyon. Lyon est mon université, mon lieu universitaire historique. Après avoir été formé à Normale Sup à Paris, je suis devenu professeur à l'École Normale Supérieure de Lyon. Il y a de ça un certain nombre d'années. Et ensuite à l'Université Lyon 1. Et après les 12 années que j'ai passées à être directeur d'institut, puis parlementaire, pendant tout ce temps, Lyon 1 a bien gardé ma place aux choses, ce qui fait que quand
le moment est venu pour moi de retourner à la vie universitaire. C'était important pour moi de reprendre ma place à l'université Lyon 1. Même si les péripéties de la vie m'ont fait bouger, et en particulier, à titre personnel, je me suis installé dans la campagne bretonne. Bon. Alors, à partir de cette année, j'enseigne à mi-temps à l'université de Rennes. Et parmi mes particularités, il y a le fait que je ne me sois installé à la campagne sans conduire, sans voiture et sans conduire, de sorte que toute ma vie au quotidien dépend du train. Rennes, Lyon, c'est pas super commode, vous vous dites, en termes de train. Mais ce n'est pas si connu qu'il y a une ligne directe de Rennes à Lyon, qui ne passe pas par Paris, et ça change tout. Et toute mon organisation dépend de cette ligne. Cette ligne, je sais qu'elle a été négociée de haute lutte par un personnage qui a joué un grand rôle historique dans les combats de gauche, qui à une époque était une des grandes voix de la CGT. Il s'agit de Claude Germont, le maire historique de Massy, qui a lui-même bataillé pendant des années et des années pour qu'il existe une ligne qui fasse la diagonale sans passer par Paris, partant de Rennes, passant par Massy, allant à Lyon et ensuite continuant jusqu'à Marseille. Et il a vraiment bataillé seul contre tous. La droite voulait surtout pas entendre parler d'un projet qui mettrait le glorieux TGV chez les bouseux de Massy. Et la gauche, à l'époque, en tout cas le Premier ministre de l'époque, le gouvernement de gauche de l'époque, ne parvenait pas, dans les années 80, à sortir de l'image technocratique qui était en vogue à la SNCF, selon laquelle tout devait passer par Paris. Il a eu gain de cause en plaidant directement auprès du président Mitterrand. Et régulièrement, des dizaines de fois par an, quand je prends cette ligne directe de Rennes à Lyon, et qui passe aussi par Massy, tout près du glorieux campus de Paris-Saclay, je remercie la ténacité du camarade Germont, sans laquelle cela aurait juste été impossible, ce qui montre que des fois on gagne dans la lutte et qu'il faut être tenace dans la vie. Si je peux me permettre, je te rappelle qu'à cette époque, le ministre des Transports était Charles Fitterman, c'était un des 4 ministres communistes. Mais là, je tire un peu la couverture à nous. Ça ne pouvait que aider. Allons-y sur Trump et toutes les autres saloperies. Donc, pour notre conférence, sur sciences, mathématiques et progrès à l'épreuve du Trumpisme. Alors, aux États-Unis, on sait qu'il y a une vaste offensive contre les sciences et les scientifiques qui a été déclenchée par l'administration Trump depuis janvier 2025. Il a lancé des attaques massives contre les sciences en coupant à la tronçonneuse dans les budgets, dans les effectifs. Il a entraîné le gel des programmes, l'abandon de projets, la multiplication des censures et des interdictions. Il a multiplié les offensives contre tout ce qui a trait au climat, à la protection de l'environnement, aux sciences humaines et sociales, à la santé publique. Il a même pour la seconde fois considéré que le réchauffement de la planète était un canular. Il a sorti son pays des accords de Paris. Il a signé un décret pour interdire les programmes diversité, équité et inclusion. Il a fait retirer des sites fédéraux des milliers de pages Internet mentionnant des sujets qu'il a interdits. Il y a de nombreux financements qui ont été sabrés, notamment les fonds de l'Agence internationale d'aide au développement, qui représentent 42% de l'aide humanitaire dans le monde. Le but officiel de l'administration Trump serait d'économiser 4 milliards de dollars par an. Mais ces décisions sont contestées au Congrès, devant les tribunaux, et surtout par la mobilisation des scientifiques. Face à cette offensive obscurantiste et liberticide d'ampleur, il y a ces multiples attaques contre la recherche et les universités. L'indignation, elle a laissé place à la résistance. Dès le 25 février, dans la prestigieuse revue Nature, la prestigieuse revue Nature a appelé la communauté scientifique mondiale à réagir, en rappelant, je cite, qu'une attaque contre la science, où qu'elle se produise, est une attaque contre la science partout dans le monde. Aux États-Unis est né le mouvement Stand Up for Science, Debout pour la science,
qui se diffuse dans le monde entier. En France, il y a eu une mobilisation aussi, Stand Up for Science France, qui s'est déroulée dans les villes universitaires. Donc on va commencer par se poser des questions avec Cédric. Vous aurez ensuite un temps d'échange, vous inquiétez pas, tout le monde pourra poser des questions, on aura vraiment le temps. Donc ma première question, Cédric, Trump aux États-Unis mène une guerre contre les sciences, contre la science et contre le monde de la recherche. Tu as dit dans une interview à l'Humanité que c'était pire que le McCarthyisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Et d'ailleurs, c'est devenu encore pire maintenant qu'à l'époque où j'ai donné cette interview. On va reposer le contexte et prendre un peu de temps pour parler de l'ennemi, en l'occurrence Trump, et la sphère qui va autour. Et souvent, quand je vois arriver dans le matin dans le fil d'infos le nouveau cataclysme trumpiste, je me souviens de ce moment, il y a 10 ou 12 ans peut-être, où à un moment où j'étais en Grande-Bretagne, dans un article du Guardian, je vois un truc genre toutes les catastrophes qui vous attendent dans les années qui viennent, et ils avaient mis en numéro 1 Donald Trump. Et je m'étais dit, ils y vont fort, bon, c'est le journalisme anglo-saxonne, ils vont fort et tout ça. Et après, on a réalisé à quel point Trump en soi était une catastrophe. Et attention, c'est pas que Trump. Derrière, il y a tout un ensemble d'idées. Derrière, il y a des gens organisés, intelligents, avec un plan. Grande différence de Trump 2017 et de Trump 2025, c'est qu'en 2017, c'était confus. En 2025, il y a un plan méthodique d'acquisition de tous les rouages du pouvoir et qui est un plan de type fasciste. Construction d'un État totalitaire ou en tout cas au service de certains intérêts dans lequel seuls les plus forts ont le droit de décider de ce qui est vrai et de ce qu'on va faire et dans lequel on annihile méthodiquement les rouages démocratiques de contre-pouvoir. Et c'était prévu et organisé et on l'a vu dès le premier jour de l'investiture de Trump, quand il y a eu tous ces décrets qui ont été signés avec les États-Unis, se retirant des accords de Paris, retirant leur soutien à l'OMS, etc., etc. Et puis peu de temps après, on a vu le moment où Trump, par exemple, a d'un seul décret décidé que les agences indépendantes n'étaient plus indépendantes. Et d'ailleurs, dans le décret, c'est marqué les agences soi-disant indépendantes, et c'est mis entre guillemets, et où les grandes agences, genre l'agence de l'environnement, alors premièrement, ont vu leur budget divisé par 4 du jour au lendemain, certaines équipes virées et tout ça, mais ensuite se voyaient contraintes par décret d'évaluer l'action du gouvernement à l'aune de la grille de lecture fournie par la Maison-Blanche, de soumettre leur rapport à la Maison-Blanche et d'appuyer d'utiliser les organes de la Maison-Blanche pour leur communication. Bref, juste plus d'indépendance. Et ainsi de suite. Et ça a continué. Et quand je vous dis qu'il y a un plan, il y a des gens, on voit leur plan, on voit ce qu'ils disent. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un colloque où était l'un des représentants de la Heritage Foundation qui conseille Trump, qui s'occupe des plans, et on voit très clairement ce qui est dans la tête, avec un plan qui s'oriente en gros sur une décennie, dans lequel les sciences sont un ennemi, mais aussi l'Union européenne est un ennemi, favoriser l'extrême droite en France pour parvenir à ce que la France se retire de l'Union européenne fait partie du plan explicitement, et ainsi de suite. Bon. Maintenant, quel est le rapport de Trump par rapport aux sciences ? Trump, au départ, il s'en fout des sciences. Ni pour ni contre, juste il s'en fout. Mais Trump, lui, ce qui lui importe, c'est de pouvoir imposer son agenda, un agenda de domination dans lequel il a le droit de dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Et il a le droit d'ailleurs de changer de version du jour au lendemain s'il a changé d'avis, et comme il le faisait dans sa campagne. Il change de version, mais il dit ouais, « j'ai toujours dit que... » blablabla, un truc qui est complètement contraire à ce qu'il disait un mois auparavant, mais il le dit avec totalement l'aplomb. Premier problème avec les sciences, c'est censé décrire une vérité objective qui s'appuie sur des consensus mondiaux, et ça lui plaît pas. Deuxièmement, Trump, il croit en la domination des forts sur les faibles, et que c'est légitime et que c'est l'ordre du monde. Et donc, il y a toute une catégorie de sciences qu'il hait,
Ce sont les sciences qui s'occupent d'équité, les sciences sociales, les sciences qui s'occupent du masculin et du féminin, les sciences qui s'occupent de la soutenabilité, du partage des ressources, parce que les sciences de la soutenabilité sont toujours construites sur l'idée de soutenabilité juste. Et donc ça, il a ça en horreur. Et troisièmement, Trump, il a en tête la puissance économique des États-Unis. Et il a en tête que ça passe par une utilisation effrénée des ressources, et en particulier des ressources fossiles, des intérêts pétroliers avec lesquels il est très lié. Et donc il a absolument horreur de tout ce qui viendrait gêner de près ou de loin cet agenda, et il veut pouvoir dérouler sa maxime « Drill, baby, drill », fort bébé, fort, creuse, exploite les pétroles et tout ça, et il a horreur de tout ce qui va à l'encontre de ça. Donc tout ce qui va à l'encontre, toutes les sciences de la soutenabilité, toutes les sciences du développement durable, toutes les sciences du climat, toutes les sciences sociales, tout ce qui s'occupe de solidarité, il voulait le dégager. Il faut apprécier le revirement et la différence d'agenda de la droite anglo-saxonne sur ce sujet en 2 générations. Le GIEC a été créé dans la fin des années 80, premier rapport toute fin des années 80 ou début des années 90. Et 2 personnalités politiques avaient joué un rôle très important pour mettre ce GIEC en place, s'appelaient Margaret Thatcher et George W. et Ronald Reagan. Est-ce que Thatcher et Reagan croyaient en la soutenabilité, en la solidarité ? Certainement pas. Mais à coup sûr, l'analyse des gens dans leurs équipes, c'était... Et on retrouve des personnes de leurs équipes aujourd'hui dans les personnes qui... nourrissent en matériaux l'agenda Trump. Et à l'époque, leur agenda, leur constat, c'était la science nous emmerde un peu, mais c'est un mouvement trop puissant. On ne peut pas aller contre la science internationale unie. Et donc, on va plutôt l'apprivoiser. L'apprivoiser, ça veut dire donner des cadres institutionnels, mettre en place des agendas de dialogue entre les scientifiques et les États. Et c'était le principe du GIEC, avec les organisations des partis et tout ça. Évidemment, ça participait à adoucir le rapport du GIEC, mais au moins, ça garantissait que le GIEC était en dialogue permanent avec les autorités. Quand arrive un rapport du GIEC, on sait qu'il a été signé et examiné par tous les experts des pays qui vont avec. Donc c'était la stratégie de l'apprivoisement d'une science qui était jugée puissante. 40 ans plus tard, les équipes de Trump constatent qu'ils sont en posture politique plus forte, qu'ils n'ont plus besoin de prendre des gants et des pincettes avec la science, mais qu'ils peuvent se permettre d'aller contre frontalement, de couper les crédits scientifiques, de couper certains programmes scientifiques internationaux, de déclarer que la parole du GIEC sont des mensonges et des bobards inventés par les Chinois pour plomber l'économie américaine et tout ça. Et ils peuvent se permettre ça, j'insiste, parce que le contexte politique mondial, hélas, est plus favorable. Globalement, sur les 35 dernières années, le monde a viré de plus en plus vers la droite. Les tensions géopolitiques se sont exacerbées. La société de la communication est devenue une société, certains diront la désinformation, mais ça a toujours été, mais une société dans laquelle les puissants ont beaucoup plus de moyens pour faire entendre leur voix à travers les géants de la tech, à travers les grands réseaux de presse organisés, détenus dans le monde entier par des milliardaires. Ils s'appellent parfois Murdoch, parfois Bolloré et ainsi de suite. Et donc, il y a un contexte global qui est plus favorable. Et ça, c'est un problème phénoménal. Et donc, là-dedans, les sciences se sont retrouvées balayées, écrasées, avec une violence qui nous a tous terrifiés. J'ai fait une partie de ma carrière dans les universités américaines. J'ai enseigné à Atlanta, à Berkeley, à Princeton, et ça a été un rôle important dans ma formation. Des institutions dans lesquelles, globalement, la voie était à gauche, en tout cas au sens des États-Unis. Berkeley est sans doute le point intellectuel le plus à gauche des États-Unis. En 2016, Donald Trump a fait 2% à l'élection présidentielle à Berkeley. Et les collègues, ils étaient là à Berkeley en se disant « c'est pas possible ». C'est d'ailleurs, Berkeley est un des rares endroits États-Unis où on trouvait des candidats communistes qui se présentaient encore. C'est vous dire combien c'était à gauche. Et les grandes universités ont essayé de résister et ils sont allés frontalement.
Donald Trump s'est permis d'aller frontalement contre la Harvard, l'une des plus anciennes, les plus vénérables institutions dans le monde, fondée au XVIIe siècle, peut-être au tout début du moment de l'arrivée des colons aux États-Unis. Et au début, elles ont résisté, ces grandes universités américaines, à Harvard, à UCLA. À UCLA, même mon collègue Terry Tao, à coup sûr le mathématicien le plus productif et le plus puissant du monde aujourd'hui, s'est retrouvé impacté directement par les coupes américaines en expliquait que UCLA était une université antisémite et toutes autres sortes de conneries qui ont pu être sorties. Et elles ont résisté au début et puis se sont retrouvées obligées de transiger, de chercher des accords avec le gouvernement américain parce qu'ils avaient le pouvoir financier de les faire plier. Et les grands de la tech, en 2016, les Zuckerberg et compagnie faisaient campagne pour les démocrates. Le Washington Post, sous le contrôle de Jeff Bezos maintenant, faisait campagne pour le camp démocrate. En 2024, finalement, ils s'accommodaient très bien des Trumpistes. Et tous les géants de la tech, sauf Elon Musk pour d'autres raisons, étaient à déjeuner à la Maison-Blanche et ont tous salué la vision et le courage de Donald Trump et du grand leader et sont retrouvés à avancer avec lui. Les Américains nous disent, des grands géants de la tech, c'est très important pour nous d'avoir ces géants pour faire la concurrence aux géants chinois. Eh bien, nos politiques européens nous disent comme on serait heureux d'avoir un Google européen, d'avoir un Amazon français ou un moment ou qui sait quoi. Mais les économistes américains qui ont réfléchi aux questions d'équité et de progrès, les gens comme Joseph Stiglitz, ils disent le simple fait qu'ils existent, ces géants de la tech, prouve que le marché est en défaut, est en échec aux États-Unis. Dans une théorie même libérale sincère, je dirais, un tel géant avec autant de pouvoir économique qu'il en devient du pouvoir politique ne doit pas exister. Et normalement, il y a des lois antitrust pour démanteler ça. Et on voit à l'œuvre le simple fait qu'un X/Tesla, ça tout ce que vous voulez, ait pu faire campagne pour Trump et ainsi changer la donne de l'élection présidentielle, ou le fait qu'un empire comme celui de Zuckerberg se mette au service de Trump, montre le pouvoir d'un projet qui au départ était un projet technique et scientifique puisse être dévoyé. Le Google a été créé par Brin et Page, des gentils universitaires un petit peu naïfs sur les bords, un petit peu foufous sur les bords, mais qui ont été biberonnés aux sciences et à l'universalisme, qui auraient jamais imaginé que leur entreprise se change en un tel paquebot au service de l'impérialisme américain. Donc c'est ça le contexte dans lequel on est. Alors, comment s'organiser, comment résister ? Eh bien, c'est bon sang pas facile, mais ce qui est sûr, c'est que le scientifique, sans le politique, n'est aujourd'hui, en 2025, pas assez puissant. Et le mouvement Stand Up for Science que tu évoquais, évidemment, quand il est arrivé, partout dans le monde, on a dit on est de tout cœur avec les universitaires américains, etc. Et il y a eu le Stand Up for Science, version française, et ainsi de suite. Le mouvement s'est essoufflé rapidement. Pourquoi le mouvement s'est essoufflé ? D'abord parce que le mouvement international s'est bien rendu compte que le gouvernement américain n'en avait juste rien à foutre de l'opinion des chercheurs du monde entier. Et ensuite que s'il s'agissait juste de parler de réputation, ça ne suffisait pas face aux milliards et aux centaines de milliards qui étaient déployés contre eux. Et ils ont vu aussi que les réponses politiques européennes, par exemple, n'étaient pas à la hauteur. Il y a eu un mouvement qui a été lancé, porté par la Commission européenne, par le président Macron, par ce que vous voulez, en disant il faut résister tout ça. Mais derrière, quels étaient les programmes ? Les programmes, c'était en douce. Profitons de l'aubaine que le gouvernement américain maintenant est contre les sciences pour récupérer les scientifiques américains qui se retrouveraient mieux ici. Est-ce que dans les grands appels d'offres européens pour attirer les scientifiques américains sont les sciences de la soutenabilité qui ont été privilégiées ? Non ! C'était on va récupérer les spécialistes d'IA, on va récupérer les gens qui sont le plus intéressants économiquement et autres. Est-ce que les vrais moyens ont été mis sur la table ? Non. Quand on regarde les moyens qui ont été mis sur la table, c'est peanuts par rapport à ce que peuvent déployer le gouvernement et les géants américains.
Est-ce que les gouvernements européens ont mis les moyens pour tenter de combler le vide dans les programmes internationaux laissés par l'Amérique? Non. C'est des sommes monstrueuses, hein, pour combler. Alors, c'est les grands programmes des sciences du climat, mais aussi les grands programmes de l'OMS et tout ça. Et partout dans le monde de la soutenabilité, on voit les fondations, les associations qui sont en panique parce que le soutien américain, c'était phénoménal. Tu parlais pour l'aide, l'UNRWA et tout ça, et c'était considérable, mais c'est surtout tous ces programmes de la soutenabilité. Et est-ce que les gouvernements français, par exemple, dans le même temps qu'ils lançaient des programmes pour attirer les scientifiques américains, a mis les moyens pour la recherche française en elle-même? La réponse est non. Et je dois dire, j'avoue mon incompréhension. J'étais en hémicycle quand on discutait de la loi de programmation de la recherche et tout ça. Pour diverses raisons, au début de discussion, j'étais favorable à la LPR et j'ai fini par voter contre la LPR. Mais au moins, la loi de programmation de la recherche promettait de mettre des milliards sur la table pour les universités françaises. Quelle est la situation aujourd'hui? C'est la dèche. Je vois mes collègues, anciens collègues de l'université, de l'École normale supérieure de Lyon, pour la première fois depuis leur création dans les années 80, envisageant une année de non-recrutement de professeurs. Un truc juste inimaginable. Les collègues qui souffrent un peu partout. On ne peut pas, dans le même temps, dire on va soutenir les sciences et attirer les chercheurs américains et laisser notre université française d'institutions en panique financière. Et donc ça fait partie des raisons qui ont fait que les programmes Stand Up for Science, dans sa déclinaison française, comme dans les autres déclinaisons des pays à travers le monde, hélas, ils ont globalement fait long feu. Et on est sur un sujet où on a besoin, pour répondre au rouleau compresseur trumpiste, premièrement, d'une alliance sincère entre le politique et les scientifiques sur ce sujet, et deuxièmement, d'un rouleau compresseur en retour qui ne peut être donné au plan politique que par des entités de la taille de l'Union européenne. Comment se porte la science dans l'Union européenne? De ci, de là. En France, moins mal que dans d'autres pays, moins mal qu'en Italie, moins mal qu'en Pays-Bas, et surtout moins mal qu'en Hongrie. On a un petit Trump en Europe qui s'appelle Orban, qui réorganise et démonte les institutions scientifiques avec la même violence et le même mépris que dans son pays, que Trump dans les États-Unis. On est en train de parler de la Hongrie, grand pays historique de science, qui a changé la face du XXe siècle, qui a joué un rôle majeur pour le pire ou pour le meilleur dans le programme Manhattan, à tel point que la blague disait qu'on parlait plus hongrois que anglais dans les coulisses du projet Manhattan. Et on est en train de parler d'un pays, l'histoire d'une grande capitale, Budapest, dans les coulisses desquelles a été forgée toute la science et la technique du XXe siècle. Le grand programme aéronautique de von Karman, les grands programmes informatiques de von Neumann, et ainsi de suite. Et qui est en train de s'écrouler sans que l'Union européenne parvienne à trouver la parade et sans que nous, on parvienne à trouver comment mettre sur la table ce sujet. Et c'est un peu... On a parlé de mathématiques joyeuses tout à l'heure. Là, je suis un peu sombre, désolé, dans la façon de présenter les choses. Mais la joie doit venir du combat mené ensemble. Mais il faut d'abord bien connaître l'ennemi et l'apprécier dans toute sa noirceur et sa puissance. Le vice-président du Conseil d'État, justement, Didier Roland-Tabuteau, vient de déclarer que les deux piliers de la démocratie sont la science et le droit. Est-ce que ça peut... Je suis flatté pour ma discipline scientifique qu'on parle de moi aussi bien en si haut lieu d'une institution pour laquelle j'ai grand respect, mais je ne suis pas d'accord. Certes, la science doit faire partie de, plus généralement, tout ce qui conseille. Alors, ça dépend aussi du périmètre scientifique, mais bien sûr, on doit parler de sciences dures, on doit parler de sciences humaines, de sciences politiques aussi, de tout ce qui doit conseiller la démocratie à travers diverses institutions, et c'est un rôle important. Mais une démocratie repose certainement pas uniquement sur la science et le droit. Bien plus important que ça, il y a la cohésion de la nation,
ou du projet qu'on peut faire ensemble. Montesquieu disait déjà le vrai ciment de l'État, c'est pas les lois, mais la vertu, au sens où la façon dont il y a quelque part toute la culture qui lie les citoyens et qui font globalement la société se dit qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et quelle est la solidarité des uns envers les autres. Et ça, c'est quelque chose certainement de encore bien plus important que la science. J'ai cru pendant longtemps, quand je regardais le monde politique un peu de l'extérieur, que un des graves problèmes du monde politique, c'était de ne pas être assez informé sur certains des grands sujets, que ce soit techniques, écologiques, etc. Et qu'une fois que le politique serait bien informé, il prendrait des meilleures décisions. Une fois dans le cœur du réacteur, j'ai compris que le cœur du problème, c'était pas l'information, mais le courage. Et que dans bien des cas, le politique sait ou a toutes les informations pour agir en conséquence, mais ne prend pas les décisions parce que ça demanderait des choix qui vont à l'encontre de bien des choses qui le tiennent et qui peuvent être la pression venant d'en dessous, la pression venant d'au-dessus et ainsi de suite. Et le courage de l'action est quelque chose de bien plus important que l'information, et un facteur limitant bien plus important. Cela dit, sans vouloir minimiser ou vexer l'action importante du camarade du Conseil d'État. C'est un petit peu sombre encore, mais quels sont les risques à court, moyen et long terme pour nous tous ? Parce que la science n'a pas de frontières. Premièrement, le risque sur la science directement. On a un vrai problème grave, urgent, d'un certain nombre de grands programmes internationaux, justement, qui sont en péril. La construction des sciences de l'environnement, sciences de la durabilité, fait partie de ces grands efforts collectifs considérables qui ont été lancés dans l'après-Seconde Guerre mondiale, et encore plus à partir des années 60. C'est le début des grands manifestes scientifico-écologico-politiques, les printemps silencieux de Rachel Carson, la création de l'agence de protection de l'environnement américaine que Trump est en train de démanteler. C'était là, dans les années 60, que ça se mettait en place. Et dans cet ouvrage que j'évoquais, Printemps silencieux, dans son édition française, est préfacé par Al Gore comme une marque de ce que c'était un combat extrêmement influent pour les politiques de l'époque. Et dans la foulée, quelque chose qui s'est construit à travers les années 70, qui disait fin des années 80, la naissance du GIEC, et dans la foulée, des programmes internationaux phénoménaux pour bien comprendre, cartographier, évaluer, mesurer ce qui se passe sur Terre, ce qui se passe au-dessus de la Terre, ce qui se passe en dessous de la Terre, et tout ça. Et ça fait partie des grands accomplissements collectifs de l'humanité. Et certains de ces programmes sont en péril parce que d'un coup, côté gouvernement américain, on souhaite l'arrêt de ces programmes, le fait que des données soient manquantes, qu'elles soient plus collectées, plus intégrées. Et vous avez des scientifiques du très haut niveau qui se font virer, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un premier risque. Des sciences dans lesquelles on a un besoin vital plus que jamais, parce que c'est un enjeu de survie pour l'humanité en général. Deuxièmement, on a un vrai risque d'une science dont l'indépendance est affaiblie au niveau mondial par rapport aux politiques. L'expérience de ces derniers mois a montré que même des glorieuses institutions, des Harvard et autres, avec toute leur histoire pluricentenaire, leur réseau d'anciens élèves extraordinairement puissants, leur solidité, leur réputation, dont on pouvait penser qu'ils étaient plus puissants que le politique côté américain, on a vu que non. Ils se retrouvent avec une indépendance qui est un leurre, et finalement, ils sont tenus. On a vu cette histoire déjà dans d'autres pays. On a vu à une vitesse incroyable les scientifiques se retrouver mis au pas par le politique en Russie, en Chine, où il y avait un espace de liberté d'expression dans les universités chinoises, que j'ai aussi beaucoup fréquenté dans le temps, et une liberté de parole par rapport aux politiques, y compris dans certaines grandes entreprises chinoises où on pouvait discuter en plaisantant de la situation politique et ainsi de suite.
en une dizaine d'années, ça a commencé à être une reprise en main à partir de l'arrivée quand Xi Jinping a succédé à Hu Jintao, qui a été extrêmement violente et qui fait qu'on a des collègues universitaires chinois qui se retrouvent aujourd'hui complètement muselés. Et même dans la tech, alors quand Jack Ma, qui incarnait l'ouverture du capitalisme à la chinoise, si on peut dire, aller ici et là dans le monde parler du projet, est arrivé le moment où le Parti communiste chinois l'a rappelé à l'ordre, emprisonné sans manière, fait disparaître, comme on dit, pour lui dire « Ok, écoute, c'est bien beau ce que tu dis, mais c'est nous qui commandons ». Et puis la même histoire, on la voit se répéter avec les grandes entreprises de technologie et de sciences américaines. J'ai entendu un collègue chercheur travaillant pour une big tech américaine, mais non américain, me dire quand on parle de politique en famille, on met les smartphones dans le frigo. Quelque chose que vous auriez pensé, imaginé du temps des dictatures communistes en Europe de l'Est. Alors, les smartphones n'existaient pas encore, mais à l'époque, ils se méfiaient de ce qu'ils disaient parce que tout avait des oreilles. Ou ça ne nous aurait peut-être pas surpris d'un chercheur chinois, mais un chercheur travaillant pour les États-Unis qui vous dit ça, c'est quelque chose qui dit perte d'indépendance. Et évidemment, c'est un risque majeur. Et c'est pire qu'un risque, je dirais, c'est en train d'avoir lieu. Bon. Hélas, l'actualité mondiale fait qu'il y a un risque encore plus directement, qui nous menace encore plus directement, qui s'appelle la guerre mondiale. Et ça appelle aussi une réaction et une cohésion de la part de la société et une obligation de repenser ou d'être beaucoup plus fort sur le lien entre la société, le politique et la sphère militaire, y compris dans les sciences et les techniques, qui est devenu un impératif au niveau européen extrêmement urgent. J'étais il n'y a pas longtemps dans une conférence internationale où ça se passait comme tous les ans, les mois d'août, dans le Tyrol autrichien, la conférence de Halbach sur la construction politique européenne. L'un des intervenants était une légende vivante de la tech aujourd'hui, de nationalité américaine, mais très critique par rapport aux orientations du gouvernement. Et son commentaire en off après à la table ronde, c'était « Mais quand est-ce qu'en Europe, vous allez comprendre que les Américains ne sont pas vos amis et qu'il faut agir de façon urgente sur votre souveraineté et votre autonomie du point de vue scientifique et technologique ?» Ça, c'est quelque chose qui doit motiver notre action. Le bon côté de la chose, si on veut, on peut dire, en plaisantant à moitié, que Donald Trump aura été le meilleur avocat de la cause de l'Union européenne ces dernières années et de l'Union en général dans nos sociétés. Et il faut être à la hauteur de ce défi qui nous attend. Alors, je vous propose, en parlant d'action et de cohésion de la société, qu'on passe la parole au Parfait. public. Alors, j'ai une question là qui est brûlée. Merci, bonjour. En fait, j'ai deux questions. La première question, c'est sur ce basculement du rapport de force entre le politique et le scientifique, est-ce qu'il ne vient pas de la société elle-même, qui est, si je puis dire, l'arbitre entre les deux, c'est-à-dire le fait que le mouvement anti-science, obscurantiste, le culte de l'ignorance, pour ne pas dire la science bashing, a déjà commencé aux États-Unis il y a une dizaine d'années, travaille en profondeur, alors on peut, avec les mouvements complotistes, peut-être avec les réseaux sociaux, mais surtout avec l'idée selon laquelle mon opinion vaut autant que celle du scientifique. Toutes les opinions se valent. Et donc une perte de repères, y compris sur la notion de progrès elle-même, qui est largement contestée, qui explique ce basculement, ou qui expliquerait ce basculement que Trump exploite et que d'autres politiques exploitent. Donc la question de la cohésion sociale est une question centrale, mais justement, les référents de la cohésion sociale, notamment l'idée de progrès et l'idée de connaissance par la science, qui a structuré les 2 derniers siècles, si je puis dire, ne fonctionne plus ou fonctionne mal. Et donc la question est encore plus puissante, c'est-à-dire quel mythe ou quel élément symbolique
peut rétablir la cohésion sociale sur une base plus rationnelle, si je puis dire, laïque et rationnelle, autour du savoir scientifique et technique notamment. La deuxième question, elle n'a rien à voir, elle est plutôt épistémologique ou philosophique. Je me demande, le grand mystère pour moi de la rationalité, c'est le fait que les maths permettent d'expliquer le fonctionnement de l'univers. Alors, comment les mathématiques sont adéquats, si je puis dire, à ce fonctionnement de la réalité, de l'univers lui-même, y compris dans la physique quantique ou de la relativité. Le formalisme mathématique est supérieur même à l'approche réaliste. Donc ça, c'est une vraie interrogation, c'est-à-dire sur le mystère de la rationalité, c'est le fait que les maths arrivent à expliquer le fonctionnement de l'univers mieux que, évidemment, l'expérience première ou d'autres formes. On pose les... Je prends déjà ça ou je prends une salve, c'est comme tu veux. Allez, allons-y, on a du lourd, effectivement. Le plus souvent, les complotistes ne se pensent pas contre la science. Ce n'est pas de la science qu'ils et elles se défient, c'est des scientifiques, des institutions scientifiques. Et bien souvent, il ne s'agit pas d'une question de défaut de culture ou de positionnement philosophique, mais d'une défiance par rapport à la société et ses rouages. Et quand ils disent telle ou telle chose, et d'ailleurs, on l'a vu dans tous les grands débats quand on était en période de Covid ou quand on soit qui sait quoi, toute communication issue de l'Académie des sciences, tamponnée, verticalisée, n'avait aucun effet. La réaction, c'était « mais non, je ne crois pas en l'Académie, et je ne crois pas dans le CNRS, et je ne crois pas, etc. etc. » C'est vrai aussi du côté, même chose, du côté de mouvements organisés qui ne sont pas du tout complotistes, mais qui vont être par exemple la parole des lobbies au service de l'industrie sur certains sujets contre les travaux des scientifiques. Combien vous en voyez sur les réseaux qui, par exemple, veulent discréditer le travail du CNRS ou de l'INRAE sur des pesticides en disant « mais ce ne sont plus des scientifiques, ce sont des militants ». Et parce que leur agenda est justement de répandre, de semer le doute entre les citoyens, ou en l'occurrence les agriculteurs, les agricultrices, et ces institutions scientifiques. Et ainsi de suite. Donc, eux, leur discours n'est pas contre la science, leur discours est contre ces institutions qui sont maintenant des traîtres et qui vont vous expliquer dans un renversement des choses que les gens du CNRS sont payés ou trouvent leur compte à écrire ceci ou cela, à faire des études de toxicité et ainsi de suite. Donc on est là sur l'instrumentalisation du doute, sujet qui a été extrêmement bien décrit et documenté dans le cadre des lobbies. L'ouvrage de Naomi Oreskes et Eric Conway, Les marchands du doute, est un des ouvrages majeurs de l'écologie politique, un ouvrage majeur pour comprendre comment fonctionne le monde d'aujourd'hui dans le grand débat d'idées. Pour mémoire, il est documenté en premier sur la question de l'industrie du tabac par les centaines de milliers de pages qui ont été obtenues dans les grands procès américains contre les majors du tabac pour prouver que ces majors savaient, avant même les services institutions publiques, le lien entre la cigarette et le cancer du poumon, sont occupés de démonter tout ça. Et parlant de ce sujet, j'ai une pensée pour mon père qui est mort d'un cancer du poumon et qui fait partie de ces innombrables personnes victimes des tactiques semées pour semer le doute et dévoyer l'institution scientifique faite par ces grands lobbies, et qu'il faisait parfois pour intérêt économique, parfois pour conviction idéologique, convaincu que toutes ces histoires de soutenabilité, c'était un complot communiste pour saper la grandeur de l'Amérique et tout ça. Et aujourd'hui, on retrouve les mêmes ressorts
à l'œuvre. Alors parfois par des groupes politiques très organisés, et il y a une désinformation très organisée sur les sujets climatiques, par exemple, analysée par des auteurs comme David Chavalarias dans Toxic Data, sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, mais parfois aussi utilisée par des sphères qui ne sont pas du tout mues par l'intérêt, mais qui, parce qu'il y a eu une telle perte de confiance, sont sincèrement convaincus qu'il y a un grand complot des institutions contre eux et que les scientifiques, font partie de ce complot, de même que tous les organes de presse ou de médias qui en rendent compte. Donc le maître mot-clé là-dedans, c'est union et confiance. Quand les scientifiques discutent entre eux à travers le monde, ils peuvent débattre et être sur des positions scientifiques différentes, avoir des polémiques, mais il y a un contrat de confiance implicite qui les unit et qui est la personne en face de moi est un adversaire sincère et je sais que cet adversaire a à cœur, comme moi, de faire émerger la vérité, respecte les institutions scientifiques internationales et ainsi de suite. La rupture de cette espèce de contrat de confiance, le passage d'un moment où les gens étaient fiers de leurs grandes universités, de leurs scientifiques et ainsi de suite, à un moment où ils s'en défient, et la grande misère de cette époque. On parle beaucoup en France, allez, tenez. Alors, l'autre important dans la question, c'est le reflet de la société. Évidemment, le politique est très sensible à ce que pense la société et voit cette pression-là. Trump a été élu dans une élection qui s'est déroulée selon les règles de la Constitution américaine et a même gagné au vote populaire. Et donc, l'arrivée de Trump, c'est aussi le reflet d'une société américaine en perdition, en désunion, dans lesquelles les uns se défient des autres et dans lesquelles, dans les campagnes de l'Utah, on est persuadé que les wokistes de New York sont occupés à vouloir leur écraser dessus et revenir sur le modèle et ainsi de suite. Et c'est ça que peut exploiter un Trump. Mais regardons tout près de chez nous. Nous avons en ce moment une des institutions, peut-être l'institution d'organes de contact entre la science et la société la plus respectée en France, avec la plus grande histoire, s'appelle le Palais de la Découverte. Merci, je vois qu'il y a des gens qui attendaient qu'on parle de ce sujet majeur. Le regretté Pierre Audin, l'un des piliers du dialogue science-société dans la fête de l'UMA et ailleurs, était l'une des personnes les plus engagées dans ce dossier du Palais de la Découverte. On voit aujourd'hui à quel point il est menacé, et une certaine ministre de la Culture, qui incidemment est aussi candidate à la mairie de Paris, laisse planer toutes les pires craintes quant à l'avenir du Palais de la Découverte, a viré sans aucune considération le président d'Univers Sciences quand il s'est avisé de faire une conférence de presse sur le programme qui allait venir du Palais de la Découverte. Et le palais aujourd'hui est aujourd'hui menacé, tout simplement parce que le grand palais qui l'héberge rêve de récupérer tous ces mètres carrés pour faire de la culture plus artistique, plus classique, comme si nous manquions de culture, comme si les institutions de culture artistique n'étaient pas aujourd'hui bien plus nombreuses que les institutions de culture scientifique. Qu'est-ce qui permet à une ministre comme ça de jouer avec le Palais de la Découverte et aux politiques de continuer à avancer, même si dans l'UMA et dans d'autres organes de presse, c'est monté au créneau de façon très forte? C'est parce qu'ils voient bien que le soutien populaire manque. Et qu'à une époque, le Palais de la Découverte, c'était la création de Jean Perrin, qui, à l'époque du Front populaire, était le scientifique français le plus populaire, adulé, respecté, craint par les politiques. En une occasion, il a suffi d'une soirée de discussion entre Jean Perrin et le ministre du Budget pour augmenter de 50% le budget de la recherche prévu pour cette année. Une discussion. Bon. Parce que le ministre de la Recherche, le ministre du Budget. Mais parce qu'il savait que Perrin était un héros national et qu'il y avait une confiance de la société qui faisait que ce que disait Perrin était respecté, suivi. Cette époque n'est plus. Et les scientifiques, même les personnes les plus médiatisées dans le domaine de la science, comme moi et quelques autres, voient bien que leurs efforts
ont bien moins d'impact parce que le tissu de la société, aujourd'hui, est beaucoup moins en confiance avec le réseau des scientifiques. Et donc là encore, le mot-clé, c'est l'humanité et la cohésion. Le plus important quand on fait du dialogue entre science et société, comme dans les doubles pages du mardi de l'UMA, c'est pas le fait d'informer les citoyens, c'est pas le fait de créer des vocations parmi le jeune lectorat, certes c'est important, mais encore plus important, c'est maintenir la cohésion entre le scientifique et la société en général des non-scientifiques. Je vois ici le camarade avec la revue Progressiste. Évidemment, c'est aussi ce qu'une revue comme Progressiste, dans laquelle je faisais il n'y a pas longtemps tout un article sur le sujet Maurice Audin. Bien sûr, ce rôle de cohésion de la société, il est majeur. Ça, c'est pour la première question. Et maintenant, pour la question sur la rationalité et la philosophie, c'est bien de prendre de la hauteur. Mystère est un mot qu'on utilise dans le domaine scientifique, mais aussi dans le domaine religieux. On parle du mystère de la passion et tout ça. Et à raison, parce que quand on dit le mystère de l'explication mathématique par l'action de la pensée, l'action rationnelle, le formalisme mathématique, oui, il y a un élément de mystère qui touche à la philosophie, voire à la foi, et qui fait partie de ce qui fait que la science, c'est pas juste une machine à créer de la technique, c'est pas juste un truc pour faire des prédictions mieux que les autres, c'est aussi quelque chose qui participe à ce grand ouvrage de beauté qu'est la compréhension de la connaissance du monde. Einstein a dit, c'est une des citations célèbres d'Einstein, le plus incroyable, le plus extraordinaire dans le monde, c'est que l'univers soit compréhensible. Oui, l'univers dans toute sa diversité foisonnante, il se ramène à un petit nombre d'équations fondamentales qui régissent tout. Et ça, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, en 2025, après, on est 400 ans après le grand redémarrage de la science et de la connaissance du début du XVIIe siècle, et l'époque des Pascal, Descartes et ainsi de suite. Et on trouve encore chaque année des mystères phénoménaux, des explications de mystères incroyables, et encore plus beaux que ceux d'avant. On avait il y a 10 ans les premières observations des ondes gravitationnelles, prédites par la théorie de la relativité générale d'Einstein et qu'il a fallu 1 siècle pour observer. Quand une onde gravitationnelle vous traverse, vous devenez, sur un rythme très rapide, un peu plus haut, un peu plus petit, un peu plus grand, un peu plus petit. De pas beaucoup, hein. Environ 10 puissance moins 20 mètres, c'est-à-dire de l'ordre du milliardième de centimètre. Le truc incroyable, c'est qu'on arrive à le mesurer. Non seulement on arrive à le mesurer, mais quand on a vu les courbes précisément établies et qu'on les a comparées aux courbes qui avaient été obtenues par le pouvoir de l'esprit, avec les grandes équations de la relativité générale, les simulations dans les grands calculateurs qui sont aussi des œuvres d'art en leur matière, à leur façon, et qu'on a, utilisant la théorie des trous noirs et tout ce que vous voulez, les équations dérivées partielles et ainsi de suite, l'accord a été tellement parfait que personne dans la communauté scientifique n'a cherché à contester. Un truc incroyable. Et ben ça, c'était une de ces preuves, et toute récente, de cette incroyable alliance entre l'approche réaliste, empirique, et l'approche éthérée, idéaliste, l'alliance de comment il s'appelle, Platon avec le monde des idées, et Aristote avec le monde de la matière et la description, à un niveau de beauté et de puissance comme on n'a jamais vu. Incidemment, la meilleure preuve qu'on ait jusqu'ici de l'existence des trous noirs, alors même qu'Einstein lui-même n'a jamais cru aux trous noirs. Donc ce mystère, encore plus beau, la création de l'esprit, qui finit toujours par dépasser la personne qui l'a créé. Bien de rappeler, grâce à cette question qui prend de la hauteur, que malgré la noirceur de l'époque actuelle sur bien des sujets, l'époque actuelle est fabuleuse et lumineuse aussi, au moins pour ce qui concerne le sujet de la connaissance du monde.
Vous avez très bien décrit les menaces qui pesaient au niveau mondial, américain en l'occurrence, et européen, plutôt quels étaient les projets qui étaient derrière les attaques contre la science. À l'échelle locale, nationale, moi je ne peux pas m'empêcher de voir, et vous avez dit plusieurs choses intéressantes, notamment la perte d'autonomie ou d'indépendance plutôt qu'on constate dans les labos. Pour avoir été témoin et pour être acteur maintenant de l'exercice de la recherche, je le constate. Je ne peux pas m'empêcher, moi, de voir un projet idéologique derrière la perte d'indépendance qui semble être organisée dans les laboratoires. C'est pas seulement, moi j'ai l'impression, ce que vous disiez, une crainte du politique d'agir, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des ambitions monumentales concernant la recherche. Le nombre ne manque pas, quoi. Et de l'autre côté, des moyens dérisoires. Donc vous disiez, c'est un problème le politique est pris entre les pressions des deux côtés. Moi, j'ai du mal à ne pas voir plutôt un projet idéologique, justement, de désorganiser le savoir pour arriver aux mêmes fins que ce qu'on constate aux États-Unis, en Hongrie et un peu partout. Vous avez été témoin de cet exercice de la politique. Est-ce que vous en revenez avec quelques points de vue ? Bon, d'abord, la droite française est beaucoup moins organisée que la droite américaine. On n'est juste pas sur la même échelle de réflexion et de plan. Heureusement pour nous. Ensuite, il y a évidemment une défiance du politique pour le scientifique. La défiance est réciproque d'ailleurs, entre le scientifique et le politique, très clairement. Fait d'avoir été au cœur réacteur politique pendant quelques années me donne, je dirais, beaucoup plus d'indulgence au monde politique que la plupart de mes collègues, parce que j'ai vu de près toutes les pressions et l'ambiance dans laquelle se débat le monde politique, eux-mêmes régis par bien des peurs, bien des inquiétudes et des pressions de tous les côtés. Mais il est clair qu'il y a aussi une tendance de fond de défiance d'une partie de l'échiquier politique, au moins par rapport au programme scientifique. D'ailleurs, les enquêtes sociologiques sur sciences et technologies montrent bien que sur les questions, sur les grands défis de société, côté gauche aussi bien des politiques que des citoyens, on accorde une grande confiance à la science, et du côté droite, une grande confiance à la technologie. Cette politisation de la question science-technologie, elle peut sembler absurde quand on a grandi dans les universités, qu'on s'est habitué à voir les deux comme face l'une de l'autre, mais elle est très claire quand vous êtes dans l'hémicycle. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y avait un gars qui s'était amusé, toujours en ligne d'ailleurs, à faire un petit programme informatique, un petit programme d'IA, de gauche ou de droite ou de gauche. Vous lui mettez un mot, et il vous dit, ça c'est de droite ou ça c'est de gauche. Je m'étais amusé. Je lui rentre science, il me répond science c'est de gauche. Et je lui rentre technologie, il me répond technologie c'est de droite. Juste le programme d'IA analysant automatiquement toutes les connexions sur le web, etc., etc. Et d'ailleurs, Trump, on le voit bien, il prend la technologie et il laisse tomber, il laisse crever les scientifiques. C'est pas un problème pour lui. Bon. Donc il y a effectivement, par rapport à cette sphère scientifique, dont l'indépendance d'idées, normalement, est garantie par la Constitution, dans notre pays et dans un certain nombre d'autres pays, une volonté de mettre davantage au pas. Et on la voit ici et là dans bien des incarnations. J'ai appris c'est la présidente de la région Île-de-France qui un jour m'a expliqué, et je n'avais jamais tilté auparavant, que l'histoire de l'explosion de l'université de Paris en 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., 13 universités, c'était un plan du politique post-mai 68 pour éviter le spectre d'une université unie qui était un pôle politique bien trop puissant et menaçant, divisé pour régner. Et ça a marché. Et les universités, dans les 50 ans qui ont suivi, ont passé le plus clair de leur énergie à se faire la guerre les unes contre les autres, sans s'occuper de défendre ensemble les grands sujets. Bon. Et
autre incarnation. Quand il y a quelques années est revenu sur la table le projet qui s'appelle des ZRR. Les ZRR, c'est zone de restriction, zone de régime restrictif, merci. C'est une invention de la sphère politique et du plutôt militaire, tournée vers la protection du patrimoine scientifique de la nation, pour mettre sous coupole certains laboratoires, certaines recherches qui ont un intérêt militaire ou de façon générale d'intelligence économique, etc., etc. Sauf que, alors c'est légitime d'avoir une protection en place comme ça, et c'est normal de sensibiliser les scientifiques à un enjeu qui souvent est sous-estimé du côté scientifique, mais la façon qui a été adoptée en France est vraiment une façon de mise sous cloche, où le pouvoir militaire se réserve le droit d'interdire l'accès au labo à tel postdoc, d'interdire telle thèse, etc., etc. Et le régime est plus restrictif même que les dispositifs mis en place par la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui sont pourtant pas des enfants de cœur en ce qui concerne la sécurité scientifique. Bon. Mais je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand on était, même moins, il y a quelques années encore, quand on revenait le débat sur quel périmètre, quel labo, il y a eu une époque où c'était allé tellement loin que tous les directeurs de labos de mathématiques en France avaient signé une pétition commune disant c'est la démission collective si vous commencez à nous imposer des ZRR sur les labos de maths. Eh bien, j'avais à un moment rencontré le gars dans l'administration du niveau du ministère de la Défense qui était en charge de la mise en œuvre de ce projet. Et je lui dis, mais pas possible, c'est important, l'indépendance scientifique, faut pas poser comme ça. Il m'avait dit, mais non, mais les scientifiques, ils vont bien devoir obéir. Ils vont bien devoir obéir. Mais c'est ça le truc, l'idée à la fin. Le scientifique doit juste se soumettre quand il y a ce genre de choses. Donc, je vous ai donné ces deux exemples, mais il y en a plein. Et il y a bien évidemment tout un ensemble de courants, et dans certains échiquiers politiques plus que dans d'autres, qui ont ce fantasme de mise au pas du scientifique. Alors après, il y a débat sur les objets, sur les façons de mettre en œuvre. Débat, et je ne suis pas toujours en phase avec les positions qui sont portées par tel ou tel parti avec lequel je suis plutôt en face de d'autres sujets. Par exemple, je fais partie de ceux qui estiment qu'il est normal et légitime qu'une partie de la recherche se fasse sur projet. Et qu'il y a un équilibre à trouver entre les projets qui sont soutenus par les institutions de façon récurrente, organisée, sans aucune directive sur la façon dont la recherche doit se mener, et que ça doit être fait de façon que ça puisse être fait dans de bonnes conditions, et la partie qui se finance de façon plus maniable, plus souple sur des projets, et que c'est un dosage à trouver sur les uns les autres. Donc, pas partie de ceux qui pensent que l'arrivée du financement sur projet a été l'un des outils utilisés par le politique pour défoncer l'indépendance du scientifique. On peut en discuter. Mais ce qui est sûr, c'est que l'indépendance de la sphère scientifique en général et universitaire, et ce principe général qu'elle doit être capable globalement de mener toutes les recherches dans de bonnes conditions, c'est un principe fondateur de tout bon programme et toute bonne organisation de société. Et là, nous sommes très clairement dans une période de recul. Et ce recul, il est organisé aujourd'hui. Le premier levier pour l'organiser aujourd'hui, c'est la sécheresse budgétaire. Quand vous avez... Vous voyez, ils sont d'accord avec moi. Quand vous n'avez pas les moyens financiers, vous n'êtes juste pas libre de ce que vous pouvez faire. Je peux y aller ? Oui, je peux. J'avais deux questions à te poser, Cédric. Je vais essayer d'être bref. La première, la puissance économique américaine s'est aussi appuyée sur une puissance technologique. Et cette puissance technologique s'est construite aussi, quand même, partiellement, sur une puissance de savoir et de connaissances accumulées. Et il me semble qu'il y a peut-être une contradiction entre cette volonté de ne pas donner à la science américaine les possibilités de se déployer et
la volonté à moyen et à long terme du maintien de cette domination économique américaine? C'est ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que tu n'es pas un petit peu... Est-ce que tu n'idéalises pas un peu les choses, ou enfin on peut le comprendre comme ça, excuse-moi, quand tu dis, bon, eh bien il faut qu'on ait des... Tu l'as pas dit comme ça, mais ça pourrait être compris comme ça, tu vas sûrement me contredire. Il faudrait qu'on ait des GAFAM américains, des GAFAM européens. Je pense qu'il y a besoin d'une réaction à l'échelle européenne, mais avec un fonctionnement économique qui ne soit pas celui, à nouveau, d'un libéralisme outrancier. En quelque sorte, oui, pour un Airbus, de l'IA, en quelque sorte, mais non pour des trusts à échelle européenne sur le même sujet. C'est très bien. Premièrement, oui, il y a une contradiction presque logique entre vouloir couper les ailes de la science et asseoir la domination économique de long terme américaine. Mais qui a parlé de long terme? Trump, il s'en fout du long terme. Il veut avoir la domination mondiale à l'échelle de la décennie. Et le plan explicite dans les entrailles du Parti républicain, c'est sur une décennie. Et le monde universitaire ou le monde des sciences et tout ça, il agit sur une échelle de temps qui est bien plus longue que la décennie. Une des raisons pour lesquelles je me suis remis à faire activement de la recherche il y a 2 ans maintenant, c'est quand j'ai vu sur un de mes sujets, j'allais dire sujet historique, mais c'est un peu ronflant, mais en tout cas sujet que je développais déjà dans ma thèse, un problème ouvert, résolu, après 25 ans de sommeil. Le problème me tenait tellement à cœur, et voilà, vous savez, quelqu'un découvre, vous êtes géographe, vous avez passé une partie de votre vie à chercher une île inconnue, et puis quelqu'un la découvre, vous êtes « Oh, c'est moi qui aurais dû la trouver !» Piqué au cœur. Je suis remis tout de suite pour pouvoir découvrir l'île qu'il y avait au-delà, qui me tenait encore plus à cœur, et ainsi de suite. Bon. Mais 25 ans de sommeil, et d'un coup, le truc, il bouge. Ça, c'est l'échelle universitaire, et on le sait, toi et moi. C'est l'échelle de la décennie, voire davantage. L'échelle technologique, l'échelle de l'IA, c'est même pas l'année, c'est le mois. Et dans les grandes entrailles, on lance des projets de recherche tous azimuts. Au bout d'un mois, s'ils n'ont pas donné le résultat, ou 2 mois, 3 mois, allez, on le ferme, on en passe à un autre, et ainsi de suite. Et ils sont sur du bien plus court terme. On sait bien que la domination américaine de court terme, elle passe par l'exploitation massive du pétrole et tout ce qu'on veut. Et on sait bien que sur le long terme, c'est l'apocalypse, le cataclysme pour tout le monde, y compris les États-Unis. Mais ça, c'est le long terme, ils s'en foutent. Bon. Effectivement, historiquement, la puissance américaine s'est construite aussi sur ces grandes universités et ces grandes entreprises où il y avait un dialogue, une place de dialogue attribuée entre la science, y compris théorique, et les projets, y compris pratiques. Plus emblématique institution américaine dans cet égard s'appelle les Bell Labs, la grande institution de recherche au service de AT&T, qui a dû compter dans ses rangs 10 prix Nobel ou quelque chose comme ça, et qui a été à la source de l'invention, de la découverte du transistor, de la fibre optique, de la photographie numérique, de la théorie de l'information, de Claude Shannon, de la télécommunication moderne, des grands langages C, de l'environnement Unix, de tous les fondamentaux de la société de l'information aujourd'hui. Bon, ouvrage passionnant que je recommande aux anglophones, The Idea Factory de John Gertner, qui analyse à travers les Bell Labs leur montée au début du XXe siècle, où justement la science américaine commence à lever la tête et à se développer, jusqu'à leur chute dans les années 80, laissant la place au coup de boutoir économique de la Silicon Valley, qui fonctionnait sur de tout autre modèle. Mais on trouve ces éléments passionnants de dialogue entre la recherche scientifique de très long terme et le dialogue avec, d'une part, le monde de la recherche technique, et d'autre part, les grandes sphères économiques. Et AT&T, ce n'était pas des enfants de cœur, c'était un monstre économique qui d'ailleurs a fini par être démantelé par les lois antitrust.
Et donc, il y avait effectivement cette domination économico-politique américaine. Plus tard, un président des États-Unis, je ne sais plus lequel, a dénoncé, Eisenhower peut-être, avait parlé du complexe militaro-industriel américain, en montrant bien, et même ça lui faisait peur, la façon dont l'imbrication entre le complexe militaire et le complexe industriel. Et donc, ouais, sur le long terme, l'implication avec les sciences était très importante. Mais les techniques, c'est une échelle de temps plus courte. Et il y a bien suffisamment de techniques en stock là pour que, de notre vivant, le projet américain continue sa domination politique. En clair, c'est juste une mauvaise idée d'attendre que les États-Unis s'écroulent d'eux-mêmes sous l'effet de leurs contradictions internes. Il ne faut surtout pas faire ça. Voilà. Deuxièmement, non, je n'ai jamais dit, ou peut-être ma formulation de tout à l'heure était ambiguë, je n'ai pas dit qu'il nous fallait des GAFAM européens, et il ne nous faut pas de GAFAM européens. Il ne faut pas de GAFAM parce que ce sont des concentrations de pouvoir techniques et scientifiques, mais aussi politiques, qui ne sont pas acceptables dans une démocratie. On parle de Airbus, mais Airbus, c'est un secteur juste. C'est juste les avions. Et d'ailleurs, c'est très bien que dans le plan de décarbonation du PCF, on parle de réduction du trafic aérien, j'applaudis. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas de considérer Airbus comme une belle entité, une belle réussite globalement qu'il faut soutenir. Mais c'est juste l'aviation. Ou en ce moment, on parle de Mistral, dont j'espère qu'il va se développer, parce que ça nous sera bien utile dans la bataille algorithmique et tout ce que vous voulez. Et on dit Mistral, 14 milliards pour l'IA et tout ça, mais c'est que de l'IA, que les grands modèles de langage. Et Mistral, 14 milliards de valorisation à comparer aux 2000 ou 3000 milliards de valorisation d'un Google, d'un Amazon ou qui sait quoi. C'est juste pas la même échelle. Problème des GAFAM, c'est leur poids économique phénoménal qu'on pense, hein, une valorisation qui correspond à une année de PIB de la France. Et d'autre part, c'est une transversalité horizontale. Ce sont des empires qui s'occupent de tout. Pas seulement de l'algorithmique, mais aussi les transports, le monde intellectuel, toute la culture, tout le monde publicité. Google, c'est le plus grand publiciste du monde. Et donc, il y a un pouvoir qui est juste inacceptable et qui aurait dû, depuis longtemps, tomber sous le coup des lois antitrust américaines si le programme politique américain n'avait pas été tourné vers la puissance et le gros. Et comme on voit d'ailleurs, comme il y a un programme qui a été conçu, quand on parle de loi antitrust, mais quand aujourd'hui un grand débat, grand procès arrive sur la table américaine, quand ça suit son cours et que ça monte jusqu'aux échelons les plus élevés, et que ça arrive à l'arbitrage de la Cour suprême américaine, la Cour suprême américaine, c'est des gens qui sont nommés à vie. 3 d'entre eux ont été nommés par le président Trump lui-même. 3 d'entre eux ont été nommés par le président G.W. Bush. Ça fait une solide majorité conservatrice des 2/3 à la Cour suprême. Il n'y a pas besoin de deviner de quel côté ils vont pencher quand arriveront les grandes questions tangentes et délicates qui leur arriveront. Et donc, on est là-dessus sur un sujet où la grande démocratie américaine qui a éclairé le monde à un moment dans ses idées, dans laquelle des gens comme Thomas Jefferson et Benjamin Franklin jouaient un rôle important, un mathématicien comme Abraham Lincoln et autres, se retrouvent aujourd'hui aux mains de voyous qui n'ont juste qu'un mot en tête, c'est la force brutale pour dominer le monde. On reste là ou pas ? Au PCF, on ne censure pas. Au fait, j'ai une petite information par rapport à ce que vous avez dit, M. Villani, sur Berkeley. Eh ben, sur Berkeley, ouais, et l'information émane de Guardian d'hier.
160 noms ont été livrés d'étudiants et de professeurs, dont Judith Butler, la grande professeure qui travaille sur le genre et sur les luttes sociales, ont été communiqués par l'université Berkeley à l'administration Trump pour, entre guillemets, activité antisémite, sachant que Judith Butler est juive. C'est pour, disons, parce que ces étudiants et Judith Butler défendent la cause palestinienne. Et chez Trump, le macartisme, toute personne qui défend la cause palestinienne est catégorisée antisémite. Ça, c'est juste pour l'information. Je vais aborder peut-être un sujet, une question, en fait, et que vous avez évoqué au début. C'est le désamour des filles aux mathématiques. Vous l'avez évoqué au début, le stress, l'angoisse, etc. Il y a quelque chose c'est-à-dire qui a accentué ce désamour des mathématiques chez les filles, c'est la réforme Blanquer. Et la réforme Blanquer, vous avez un petit peu participé. C'est-à-dire vous étiez au Parlement à ce moment-là. Nous, à la CGT, on a été contre la réforme Blanquer en tant qu'enseignants. Et résultat de cette réforme, il y a seulement 30% des filles qui suivent des mathématiques, la spécialité mathématique au lycée. Et ça, c'est une moyenne désastreuse, au fait. Avant, c'était presque 50% de filles et de garçons qui suivaient les mathématiques. Et donc, est-ce que c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pallier à ça, au fait, disons, réparer cette catastrophe blanquérienne, au fait, ce désastre blanquérien sur les mathématiques? D'abord, juste un commentaire sur le début de la question, sur Berkeley et tout ça. Je suis clairement en désaccord avec certaines des positions de Judith Butler, mais il est normal et légitime qu'elle ait le droit en tant qu'universitaire, et pour certaines raisons aussi directement concernées par ce qui se passe en Israël et en Palestine, qu'elle les exprime sans crainte de censure. Et ensuite, ces universités qui se mettent à livrer des noms à l'administration, ça évoque furieusement l'époque où des responsables d'université, des chefs d'orchestre, des responsables d'école livraient à l'administration fasciste ici, nazi ici, ou pétainiste ici, les noms de leurs collaborateurs juifs. Donc nous sommes très clairement dans des pratiques de type fasciste qui sont en train de se mettre en œuvre aux États-Unis. À grande vitesse, un prix Nobel d'économie que j'entendais récemment dans une conférence, lui aussi d'origine juive et installé aux États-Unis, disait « Nous sommes en train d'assister à la mort d'une démocratie et à titre personnel, je m'exile en Europe. » Et on voit des gens, c'est la grande ironie noire de l'histoire, dont la famille, il y a 80 ou 90 ans, a fui l'Europe en cours de fascisation pour aller trouver refuge aux États-Unis, et qui maintenant fuit les États-Unis pour trouver refuge en Europe. Horrible de voir à quel point l'histoire humaine bégaye tristement. Et quelle opposition avec l'histoire des sciences qui va de l'avant et continue à trouver des chemins toujours plus lumineux. Alors maintenant, sur votre question sur les filles et la réforme Blanquer. Il n'y a pas une réforme Blanquer. Il y a 10 réformes Blanquer au moins.
il n'est pas resté longtemps, même si c'était plus que n'importe lequel de ceux qui lui ont succédé, dans un grand mouvement de valse continue des ministres de l'Éducation nationale, 5, 6, non, on doit être au moins au 6e. Je sais pas. Et ils sont tous différents. Il n'y en a pas deux qui ont les mêmes positions. C'est un truc à devenir fou. Mais il s'est mis en tête de tout réformer en même temps. Il y a eu la question mathématique, sur laquelle on avait un rapport avec Charles Torossian, mais aussi l'organisation du bac, mais aussi l'organisation de l'école primaire et de l'école maternelle, l'école élémentaire, mais aussi la question de l'instruction en famille, sur laquelle, pour le coup, je faisais partie des gens viscéralement opposés pour diverses raisons. Il a voulu tout faire en même temps. Le rapport qui nous a été commandé avec Charles Torossian et qui a été rendu en février, je crois, 2018, je suis toujours complètement derrière lui, je le soutiens, j'en renie pas une des propositions. Et quand il est arrivé, il a été salué par toute la sphère universitaire mathématique, y compris les collègues de la PMEP, y compris les gens de la Société mathématique française, etc. Et il a insisté sur les fondamentaux, et en particulier la formation, l'accompagnement des enseignants avec leur carrière, y compris la rémunération, même si on aurait dû le mettre de façon encore plus visible que ce que c'était marqué dans le rapport, et ainsi de suite. Et il a insisté sur des questions de programme et sur tout ce que vous voulez. Bon. Mais le problème majeur en mathématiques, c'est qu'il a percuté la réforme du bac, qui, elle, n'était pas du tout dans notre périmètre et dans nos objectifs, et qui s'est retrouvée, mise en œuvre dans une confusion considérable. Et le sujet que vous évoquez en plus, l'un des problèmes majeurs sur les spécialités, il peut être technique, mais c'est un point technique important. Et si vous me demandez, dans la réforme des bacs, c'est le pire problème. C'est le fait qu'au niveau du baccalauréat, il faut choisir 2 spécialités. On passe de 3 à 2 entre la première et la terminale. Et dans ce choix, comme toujours, hélas, quand il y a un choix, ce sont les biais cognitifs qui viennent se rappliquer, les réactions de sécurité. Et hélas, bien des jeunes filles se disent, au moment de devoir sacrifier une spécialité entre la première et la terminale, mathématiques, c'est un truc de garçon, je vais plutôt me concentrer sur telle et telle autre chose. Et là, on en perd plein. Si vous regardez le plan originel de la réforme du bac et le plan de... C'est qui, Mathieu, peut-être, qui avait fait le plan de préfiguration et qui s'était confié. Lui, il n'en proposait pas 2, il en proposait 4 des spécialités au niveau de la terminale. Le sujet serait complètement différent aujourd'hui. Bon. Donc, clairement, la réforme du lycée, elle a été ratée. Certains des objectifs, je peux parfaitement les comprendre, la plus grande personnalisation ou des choses comme ça, mais sur la question de l'organisation des options scientifiques, sur la question du nombre de spécialités à la fin, sur la question du partage des tâches entre les profs de maths et les profs de sciences en général, le compte n'y est pas du tout. Et ça a apporté non seulement des effets néfastes, mais aussi une grande confusion qui est, hélas, la marque de de l'ensemble de la vie politique française depuis 2017, y compris des gens qui ont sincèrement cru en 2017 qu'une nouvelle, de nouvelles choses allaient pouvoir se débloquer en France et qui se retrouvent aujourd'hui, et hélas on est nombreux à sans arrêt se retrouver et se dire tiens toi aussi, à comprendre que le pays a sombré dans une très très grande confusion par rapport à tous les objectifs et qui participe à la grande angoisse qu'on voit aujourd'hui se manifester pour les jeunes filles. On a besoin de jeunes filles en mathématiques. On a besoin de gens pour rappeler sans arrêt que la mathématique... Aujourd'hui, non seulement il n'y a aucune étude neurologique, neurologique qui montre qu'il y a un don spécifique supplémentaire des garçons pour les sciences mathématiques plus que pour les filles. On n'a pas de preuve non plus du contraire, mais si ça se trouve, c'est pas exclu qu'un jour on démontre, les sciences neurologiques démontrent que les filles ont plus d'aptitude que les garçons. Je veux dire, c'est pas exclu parce que la puissance des mécanismes sociologiques et culturels qui éloignent les jeunes filles de ces objectifs est telle que ça renverse tous les éventuels déterminisme, je dirais, neurologique. Excellent ouvrage que je vous recommande là-dessus, c'est celui de Clémence Perronnet. La bosse des maths n'existe pas. Le titre est un peu provocateur
Et dire juste la Bosnie-Man n'existe pas est trop réducteur, mais c'est le genre de titre qui permet de lancer le débat. Et l'ouvrage est extrêmement bien étayé et solide pour vous lancer sur tout ce débat, tout ce qu'on sait sur la question hommes et femmes en mathématiques. Pour le coup, le plan annoncé par la ministre Elisabeth Borne sur le sujet filles et mathématiques est pas mauvais. Et elle a pris le temps, et je sais pour en avoir discuté avec elle bien avant qu'elle prenne ses fonctions au ministère de l'Enseignement supérieur, elle a pris le temps de consulter pour ça, le temps de se demander comment ça devait se décliner, comment est-ce qu'il fallait mettre des moyens dessus, comment est-ce qu'il fallait le flécher aussi à travers des objectifs et des programmes. Et j'espère que le plan pourra être mis en œuvre, même dans le contexte d'instabilité gouvernementale que nous vivons, de la même façon que j'espère que le plan qu'on avait proposé avec Charles Torossian pour la mathématique en général, il y aura beaucoup plus de moyens qui lui seront affectés dans les années à venir. On peut encore faire une dernière question dans la salle et moi j'en aurai une à la fin. Si... Non mais on fait le tour, on les prend et on le fait en mode blitz. Là on voit deux camarades qui lèvent la main et puis hop, et puis je vais répondre vraiment tac tac tac. Oui, bonjour. J'avais une question s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je voulais savoir, en venant aujourd'hui à cette conférence, à ce débat, je voulais savoir si pour vous, il y avait une différence entre la défiance du politique vis-à-vis des sciences sociales, qui est un peu historique et qui existe dans toutes les dictatures fascistes et malheureusement aussi dans les démocraties de moins en moins parlementaires, et les mathématiques. Est-ce que pour vous, au niveau des mathématiques, il y a des marges de manœuvre que l'on n'a plus en sciences sociales parce qu'on ne trouve plus de financement pour des projets? Vous avez parlé des possibilités de financer la recherche par projet qui, c'est vrai, ouvrent des portes, mais on passe notre temps en fait à écrire des projets qui ne trouvent pas de financement dans les sciences sociales. On ne trouve pas de moyens pour les thèses, pour avoir des doctorats. Et je voulais savoir si en mathématiques, il y avait des marges de manœuvre qui étaient différentes parce que, voilà, historiquement, les mathématiques, c'est pas comme les sciences sociales. Voilà. Ok, donc je prends sur un mode, comme je dis, très très rapide les dernières questions. Bien noté. Oui, alors, bonjour Mélanie, moi je suis médiatrice au Palais de la Découverte, d'où mon enthousiasme tout à l'heure. Je voulais, là c'est pas la partie question, signaler à tout le monde qu'il y a une pétition en ce moment en ligne à propos du Palais de la Découverte. Dans cette pétition, il explique toute la situation que Monsieur Villani a esquissée tout à l'heure. Et à ce sujet, je fais un lien, et donc j'ai une question, monsieur, parce que j'ai l'impression... Et on a effleuré ce sujet qu'il y a comme une confusion entre science et technologie. Et est-ce que vous auriez des arguments un peu simples, ou comment vous verriez, pour si quelqu'un me dit non mais je fais de la technologie, du coup je fais de la science en toute bonne foi, que répondre à ça, voilà. Alors bonjour, merci pour toute votre intervention. Oui. Donc très rapidement, est-ce que la crise actuelle que traversent les sciences, et notamment leur domestiquage par le politique, ne signale pas que pour les sciences un besoin de changer de paradigme et de sortir d'un climat de l'objectivité pour réintégrer la notion de subjectivité dans les sciences? Ouais, merci pour l'exposé au départ de ce qu'on a en face de nous avec Trump. Moi, j'ai juste une question. L'échéance à 10 ans, c'est très bien. Ça veut dire que ça vient très vite. C'est comment on fait, comment on arrive à s'organiser pour répliquer dans un temps aussi court, avec nos propres contradictions, nous, progressistes, le clan progressiste, où on a déjà du mal à se mettre d'accord entre nous. Et puis, comment on arrive à avoir une riposte au niveau européen, puisque effectivement, le poids équivalent, il est au moins européen, dans une période de 10 ans. La première question sur la différence de financement.
entre maths. Oui. Réponse oui, il y a plus de marge de manœuvre en mathématiques qu'en sciences sociales. Aussi parce que le politique a en tête que, 1, les sciences sociales, c'est des emmerdeurs. Et 2, en mathématiques, au moins, c'est la grandeur de la France parce qu'il y a des médailles et tout ça. Donc, pour ces raisons qui ne sont pas forcément très bonnes, il y a plus de marge de manœuvre en mathématiques qu'en sciences sociales, très clairement. Sur la science, idéologie, subjectivité, la science a fait le boulot, selon moi, d'inclure une plus grande part aux notions de subjectivité. Et il y a un certain nombre de scientifiques qui ont, en particulier, le mythe d'une science parfaitement objective a été bien déconstruit. Pour autant, l'idée d'une science parfaitement subjective est un leurre et un gouffre aussi. Et il faut aussi que la science se voit dans un contexte. La science telle qu'on la connaît, elle a commencé au XVIIe siècle. Elle n'a pas beaucoup changé dans ses fondamentaux et ses principes. C'est un édifice solide. Et il ne faut pas croire que, je veux dire, la science, ça doit résister, s'adapter aux grandes crises. Les grandes crises, ça peut être la guerre, ça peut être la catastrophe écologique et tout ça. Et on a besoin, en tant que scientifique aussi, de porter le débat écologique dans nos labos, sur nos pratiques et tout ça, certes. Mais le socle de pratique de la science, etc., il faut le prendre avec respect. Il a tenu bon pendant plus de 300 ans et il a vocation à tenir bon. Adaptation, oui. Bouleversement, non. Par rapport aux pratiques de la science. 10 ans pour s'organiser très vite, ben oui. Ça veut dire l'union pour porter le projet politique très vite. On sait que par tous les temps, les politiques, et en particulier les politiques à gauche, ont tendance à se détruire les uns les autres. On sait que ce sont les sociodémocrates qui ont exécuté Rosa Luxembourg. On sait que dans bien des cas à travers le monde, ici et ça, vous avez la grande collusion frontale. Un coup, c'est le massacre des anarchistes par les communistes en Russie, de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous avons des ennemis très clairement identifiés. La seule chose que les ennemis peuvent faire de bien pour nous, c'est nous unir. Et on a bien à tête à garder, face à des ennemis aussi puissants, les alliés, c'est non seulement tous les gens qui défendent une vision compatible avec une vision de progrès et d'équité dans la société, mais aussi tous les pays européens avec qui nous avons une solidarité politique, économique, technique, technologique à transmettre, à bien mettre en œuvre. Dernière question sur le palais de la découverte et les technologies et les sciences. Science et technologie, oui, de bonne foi, on peut avoir l'impression que l'un est dans l'autre et ainsi de suite, mais en vrai, il y a des nuances considérables entre l'un et l'autre et ça fait partie de ce qui est passionnant là-dedans. Les historiens des techniques sur le débat écologique sont en train ont récemment réussi à changer la donne d'ailleurs sur la place sciences et techniques dans la question écologique. Je pense aux Fressoz, Jarige et ainsi de suite qui ont apporté quelque chose de nouveau avec leur regard d'historien des techniques. Et c'est différent de historien des sciences parce que dans les techniques, il y a la façon dont la société s'approprie les choses, il y a l'intrication entre la sphère du savoir et la sphère du faire. Et donc là, il ne faut pas le voir comme des oppositions, mais comme quelque chose qui se complète et dans lesquelles il ne faut surtout pas faire l'amalgame des uns et des autres. Ça a été une erreur historique de la politique de culture scientifique française que de croire qu'on allait faire d'un côté le palais de la découverte orienté sciences et de l'autre la cité des sciences et des technologies, mais qui serait en fait orientée technique. Et certes, c'est bien qu'il y ait des nuances de culture, mais il ne s'agit pas de séparer l'un et l'autre. Incidemment, j'étais violemment opposé à l'unification des deux, qui, à mon avis, a été une erreur historique grave. Mais la bonne façon pour moi d'aborder ce débat sciences et technologies, c'est justement de montrer en quoi cette nuance fondamentale entre les uns et les autres est quelque chose de riche et de passionnant aussi dans ce que ça nous apprend sur les rouages de l'humanité. Je te remercie Cédric. Merci beaucoup Cédric Villani. Merci au public. Et rendez-vous mardi dans les pages sciences de l'UMA. Attendez, j'ai quelques petits mots complémentaires à vous dire. Donc naturellement, merci Cédric.
Moi, j'ai apprécié que tu donnes une vision extrêmement lucide de la réalité et en même temps que tu ne nous enfermes pas dans un désespoir sinistre. Suicidaire. Et qui serait suicidaire. Donc je crois qu'il y a des forces de résistance politiques, intellectuelles, qu'il s'agit de les renforcer. Et pour les renforcer, il faut certes l'union des forces de gauche, mais il faut aussi, j'allais dire, des camarades au sens large, je ne parle pas uniquement des camarades du PCF, informés, ayant des argumentations solides. Donc il y a encore deux éléments que je voulais vous donner dans ce sens-là. Le premier, à 14h, il va y avoir un débat pour une nouvelle industrialisation en France. C'est un sujet clé qui ne doit pas devenir uniquement un mot d'ordre vague, mais qui doit s'appuyer sur des réalités et leurs aspects contradictoires. Donc ce débat aura lieu ici à 14h. Je vais essayer de ne pas en oublier. Il y aura donc la présence de Natacha Polony, il y aura la présence de Louis Gallois, il y aura la présence de Brugerolles, le nouveau député du Puy-de-Dôme qui remplace, je crois, André Chassaigne, et Marie-Claire Cailleteau de la CGT, ancienne représentante de la CGT au CSE. Dernier élément, je me dois, le terme est absolument mal choisi parce qu'il n'y a aucun devoir en la matière, je souhaite réellement vous conseiller la lecture et l'achat de Progressistes. Donc, pas uniquement parce qu'il y a un très bel article de notre ami Cédric sur Maurice Audin dans un des numéros, mais c'est parce que c'est une revue qui veut prendre justement à cœur tous les sujets que nous avons évoqués là. Et puisque nous parlions tout à l'heure de constante de temps, de disponibilité, je pense que si nous voulons être crédibles, il y a besoin de savoir anticiper et de construire des anticipations solides. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi comme document fort intéressant le plan climat du PCF pour 2050, parce que je pense qu'on ne peut convaincre des collègues en 2025, c'est ce qu'on est, que si on réfléchit au 2050 qui se construit aujourd'hui. Le PCF est le seul parti français qui se soit doté aujourd'hui d'un plan de décarbonation. Je dis régulièrement à mes copains écolos que c'est quand même un comble que le Parti vert n'ait pas réussi à se doter d'un plan aussi bien construit que celui du PCF, qui n'est pas parfait, ou sur lequel il y a des options, mais qui au moins fait le boulot. Il est vrai que le PCF a une longueur d'avance sur les autres partis en matière de planification, mais en tout cas, c'est quelque chose dont le Parti communiste peut être fier. Merci Cédric. Donc rendez-vous à la table d'achat de Progressistes juste là-bas et à 14h pour le débat que je vous ai déjà évoqué. Merci encore et merci à Cédric.